Fascicule 36. Les porteurs de vie. La vie ne prend pas naissance spontanément. Elle est construite selon les plans formulés par les architectes de l'être, non révélés, et apparaît sur les planètes habitées soit par importation directe, soit comme résultat des opérations des porteurs de vie des univers locaux. Ces porteurs de vie comptent parmi les membres les plus intéressants et les plus doués de la famille diversifiée des fils d'univers. Ils sont chargés d'élaborer la vie des créatures et de la porter aux sphères planétaires. Après avoir implanté cette vie sur ces mondes nouveaux, ils y restent pendant de longues périodes pour favoriser son développement. 1. Origine et nature des porteurs de vie. Bien que les porteurs de vie appartiennent à la famille de filiation divine, ils sont un type particulier et distinct de fils d'univers car ils constituent dans un univers local le seul groupe de vie intelligente à la création duquel les dirigeants du super-univers participent. Les porteurs de vie sont les descendants de trois personnalités préexistantes, le Fils créateur, l'Esprit mère de l'univers, par désignation, l'un des trois anciens des jours présidents aux destinées du super-univers intéressé. Ces anciens des jours, seuls à pouvoir décréter l'anéantissement de la vie intelligente, participent à la création des porteurs de vie qui sont chargés d'établir la vie physique sur les mondes en évolution. Dans l'univers de Nébadon, nos archives mentionnent la création de 100 millions de porteurs de vie. Ce corps efficace de disséminateurs de vie n'est pas un groupe vraiment autonome. Il est dirigé par le trio déterminateur de vie composé de Gabriel, du père Melchizedek et de Nambia, le porteur de vie originel et premier-né de Nébadon. Mais, dans toutes les phases de son administration divisionnaire, il est autonome. Les porteurs de vie sont classés en trois grandes catégories, premièrement les porteurs de vie seniors, deuxièmement les assistants et troisièmement les conservateurs. La catégorie primaire est subdivisée en 12 groupes de spécialistes des diverses formes de manifestation de la vie. La ségrégation en trois catégories fut effectuée par les Melchizedek qui conduisirent des expériences à cet effet sur la sphère siège des porteurs de vie. Depuis lors, les Melchizedek ont toujours été étroitement associés aux porteurs de vie et les accompagnent toujours lorsqu'ils partent pour implanter la vie sur une nouvelle planète. Quand une planète évolutionnaire est définitivement ancrée dans la lumière et la vie, les porteurs de vie s'organisent en corps délibératifs supérieurs à capacité consultative pour contribuer à l'administration et au développement ultérieur du monde et de ses êtres glorifiés. Dans les âges postérieurs et bien établis d'un univers évoluant, de nombreuses nouvelles charges sont confiées aux porteurs de vie. 2. Les mondes des porteurs de vie. Les Melchizedek exercent la surveillance générale du quatrième groupe de cette sphère primaire dans le circuit de Salvington. Ces mondes des porteurs de vie sont désignés comme suit. 1. Le siège des porteurs de vie. 2. La sphère des projets de vie. 3. La sphère de conservation de la vie. 4. La sphère de l'évolution de la vie. 5. La sphère de la vie liée au mental. 6. La sphère du mental et de l'esprit chez les êtres vivants. 7. La sphère de la vie non révélée. Chacune de ces sphères est entourée de 6 satellites sur lesquels sont centrées les phases spéciales de toutes les activités des porteurs de vie dans l'univers. Le monde numéro 1, la sphère siège, ainsi que ses 6 satellites tributaires, est consacré à l'étude de la vie universelle, la vie dans toutes ses phases de manifestation connues. C'est là qu'est situé le collège des projets de vie où fonctionnent des maîtres et des conseillers du Versa, de Havona et même du paradis. J'ai la permission de révéler que les 7 emplacements centraux des esprits mentaux adjuva sont situés sur ce monde des porteurs de vie. Le nombre 10, base du système décimal, est inhérent à l'univers physique, mais non à l'univers spirituel. Le domaine de la vie est caractérisé par 3, 7 et 12, ou par des multiples et des combinaisons de ces 3 nombres fondamentaux. Il existe 3 plans de vie primordiaux et essentiellement différents, suivant l'ordre des 3 sources centres du paradis. Dans l'univers de Nébadon, ces 3 formes fondamentales de vie sont séparées sur 3 types différents de planètes. Originellement, il y avait 12 concepts distincts et divins de la vie transmissible. Ce nombre 12, avec ses subdivisions et ses multiples, se retrouve dans tous les modèles fondamentaux de vie des 7 super-univers.
Il existe aussi 7 types architecturaux de modèles vitaux, cette combinaison fondamentale des configurations de reproduction de la matière vivante. Les modèles de vie d'Orvonton sont organisés sous la forme de 12 porteurs d'hérédité. Les différents ordres de créatures volitives sont organisés suivant les nombres 12, 24, 48, 96, 192, 384 et 768. Sur Urantia, les cellules sexuelles de la reproduction humaine comportent 48 unités de contrôle archétypales, les déterminateurs de caractéristiques. Le monde numéro 2 est la sphère des projets de vie, c'est là que s'élaborent tous les nouveaux modes d'organisation de la vie. Les modèles de vie originaux sont fournis par le Fils créateur, mais la mise en œuvre effective des plans est confiée aux porteurs de vie et à leurs associés. Lorsque les plans généraux de vie pour un nouveau monde ont été formulés, ils sont transmis à la sphère siège, où ils sont minutieusement scrutés par le Conseil suprême des porteurs de vie seniors en collaboration avec un corps consultatif de Melchizedek. Si les plans s'écartent des formules précédemment admises, il faut que le Fils créateur en décide et les approuve. Le chef des Melchizedek représente souvent le Fils créateur dans ses délibérations. La vie planétaire comporte donc de nombreuses variantes sur chaque monde évolutionnaire, tout en y restant similaire sous certains rapports. Même dans une série de vies uniformes d'une seule famille de mondes, la vie n'est pas exactement la même sur 2 planètes données. Il existe toujours un type planétaire, parce que les porteurs de vie fournissent un effort constant pour améliorer les formules vitales confiées à leur garde. Les modèles d'origine et les nombreuses variantes fonctionnelles de base des manifestations de vie sont constitués par plus d'1 million de formules chimiques fondamentales ou cosmiques. Le satellite numéro 1 de la sphère des projets de vie est le royaume des physiciens et des électrochimistes universels qui servent d'assistants techniques aux porteurs de vie dans le travail consistant à capter, organiser et manipuler les unités essentielles d'énergie employées pour bâtir les véhicules matériels de transmission de la vie, ce que l'on désigne sous le nom de plasma germinatif. Les laboratoires planétaires de projets de vie sont situés sur le 2e satellite de ce monde numéro 2. Les porteurs de vie et tous leurs associés collaborent avec les Melchizedek dans ces laboratoires, en faisant des efforts pour modifier, et peut-être améliorer, la vie à implanter sur les planètes décimales de Nébadon. La vie qui évolue aujourd'hui sur Urantia fut préparée et partiellement élaborée sur ce monde même, car Urantia est une planète décimale, un monde expérimental de vie. 9 mondes sur 10 ne sont pas expérimentaux. Sur le 10e, il est permis de s'écarter davantage des modèles de la vie. Le monde numéro 3 est consacré à la conservation de la vie. Les assistants et les conservateurs du corps des porteurs de vie y étudient et y développent divers modes de protection et de préservation de la vie. Pour chaque monde nouveau, les plans de vie prévoient toujours que l'on installera de bonne heure la commission de conservation de la vie, composée de conservateurs spécialisés dans la manipulation experte des modèles de vie fondamentaux. Sur Urantia, il y eut 24 commissaires conservateurs de cet ordre, 2 pour chaque modèle fondamental ou ancestral de l'organisation architecturale des matériaux de vie. Sur des planètes comme la vôtre, la forme de vie la plus élevée est reproduite par un faisceau porteur de vie comprenant 24 unités modèles. Et, puisque la vie intellectuelle se développe en partant de la vie physique et en s'appuyant sur elle, c'est ainsi que les 24 ordres fondamentaux d'organisation psychique viennent à l'existence. La sphère numéro 4 et ses satellites tributaires sont consacrés à l'étude de l'évolution de la vie des créatures en général, et aux antécédents évolutionnaires de chaque niveau de vie en particulier. Il faut que le plasma vital originel d'un monde évolutionnaire contienne dans sa plénitude le potentiel nécessaire à toutes les variations de développement futur et à tous les changements et modifications évolutionnaires ultérieurs. Les dispositions à prendre pour des projets de métamorphose vitale ayant une aussi grande portée peuvent nécessiter l'apparition de nombreuses formes, apparemment inutiles, de vie animale et végétale. Ces sous-produits prévus ou imprévus de l'évolution planétaire n'apparaissent au stade de l'action que pour disparaître, mais, dans et à travers tout ce long processus, court le fil des formules sages et intelligentes établies par les auteurs originaux du plan de vie planétaire et du développement des espèces.
Les multiples sous-produits de l'évolution biologique sont tous essentiels pour que les formes supérieures de vie intelligente puissent fonctionner pleinement et définitivement, bien qu'une grande disharmonie extérieure puisse prévaloir de temps en temps dans la longue lutte ascendante des créatures supérieures pour acquérir la maîtrise des formes inférieures de vie, dont beaucoup sont parfois si opposés à la paix et au confort des créatures évoluantes douées de volonté. Le monde numéro 5 s'occupe entièrement de la vie associée au mental. Chacun de ces satellites est consacré à l'étude d'une seule phase du mental de la créature reliée à la vie de la créature. Le mental tel que les hommes le comprennent est un don des 7 esprits mentaux adjuva, surimposé par les agents de l'esprit infini, au niveau du mental non enseignable ou machinal. Les modèles de vie réagissent diversement à ces adjuvas et aux divers ministères spirituels opérant dans les univers du temps et de l'espace. La capacité des créatures matérielles de réagir spirituellement dépend entièrement de leur dotation mentale associée, qui à leur tour ont orienté le cours de l'évolution biologique de ces mêmes créatures mortelles. Le monde numéro 6 est consacré à la corrélation entre le mental et l'esprit tels qu'ils sont associés dans les formes et organismes vivants. Ce monde et ses 6 satellites tributaires englobent les écoles de coordination des créatures ou des maîtres, venant de l'univers central et du super-univers, collaborent avec des instructeurs de Nébadon pour présenter les niveaux les plus élevés auxquels les créatures peuvent aboutir dans le temps et l'espace. La 7e sphère des porteurs de vie est consacrée au domaine non révélé de la vie évolutionnaire des créatures en liaison avec la philosophie cosmique de la factualisation croissante de l'être suprême. 3. Transplantation de la vie. La vie n'apparaît pas spontanément dans les univers, sur les planètes stériles, il faut qu'elle soit instaurée par les porteurs de vie. Ils sont les transporteurs, les disséminateurs et les gardiens de la vie telle qu'elle apparaît sur les mondes évolutionnaires de l'espace. Toute la vie des espèces et des formes connues sur Urantia surgit par ces fils, bien que les formes de vie planétaire n'existent pas toutes sur Urantia. Le corps des porteurs de vie mandatés pour implanter la vie sur un monde nouveau se compose habituellement de 100 porteurs seniors, 100 assistants et 1000 conservateurs. Les porteurs de vie transportent souvent le plasma vital même sur un monde nouveau, mais pas toujours. Ils organisent parfois les modèles de vie après leur arrivée sur leur planète d'affectation, et conformément à des formules antérieurement approuvées pour une nouvelle aventure d'établissement de la vie. Telle fut l'origine de la vie planétaire sur Urantia. Quand les modèles physiques conformes aux formules approuvées ont été fournis, alors les porteurs de vie catalysent ces matériaux inanimés en leur communiquant à travers leur personne l'étincelle vitale d'esprit, et aussitôt les modèles inertes deviennent de la matière vivante. L'étincelle vitale, le mystère de la vie, est conféré par l'entremise des porteurs de vie, mais ne vient pas d'eux. Il est vrai qu'ils supervisent l'opération et qu'ils élaborent le plasma vital lui-même, mais c'est l'esprit mère de l'univers qui fournit le facteur essentiel du plasma vivant. C'est de la fille créative de l'esprit infini que provient l'étincelle d'énergie qui anime le corps et laisse présager le mental. En conférant la vie, les porteurs de vie ne transmettent rien de leur nature personnelle, pas même sur les sphères où de nouveaux ordres de vie sont projetés. À ces moments-là, ils se bornent à faire jaillir et à transmettre l'étincelle de vie, à faire démarrer les rotations nécessaires de la matière selon les spécifications physiques, chimiques et électriques des plans et modèles prescrits. Les porteurs de vie sont de vivantes présences catalytiques qui agitent, organisent et vitalisent les éléments, par ailleurs inertes, de l'ordre matériel d'existence. Pour établir la vie sur un monde nouveau, les porteurs de vie d'un corps planétaire se voient accorder un certain délai, environ un demi-million d'années du temps de la planète en question. À la fin de cette période, marquée par certains aboutissements dans le développement de la vie planétaire, ils cessent leurs efforts d'implantation et il leur est désormais interdit d'ajouter quoi que ce soit de neuf ou de supplémentaire à la vie de cette planète. Durant les âges compris entre l'établissement de la vie et l'émergence de créatures humaines ayant un statut moral, les porteurs de vie sont autorisés à manipuler le milieu vital et à orienter favorablement par ailleurs le cours de l'évolution biologique. Ils agissent de la sorte pendant de longues périodes. Lorsque les porteurs de vie opérant sur un monde nouveau ont réussi une fois à produire un être doué de volonté, ayant pouvoir de décision morale et de choix spirituel, leur travail prend fin, ils en ont fini, ils ne peuvent manipuler davantage la vie évoluante.
L'évolution des créatures vivantes doit désormais se poursuivre conformément à la dotation inhérente à leur nature et aux tendances déjà imprimées et fixées dans les formules et les modèles de la vie planétaire. Les porteurs de vie n'ont pas la permission d'expérimenter avec la volonté ou de s'immiscer dans la volonté, il leur est interdit de dominer ou d'influencer arbitrairement des créatures morales. Lors de l'arrivée d'un prince planétaire, ils prennent leur disposition de départ, mais 2 porteurs seniors et 12 conservateurs peuvent faire des vœux temporaires de renonciation et se porter volontaires pour rester sur la planète pendant un temps indéterminé, en tant que conseillers en matière de développement ultérieur et de conservation du plasma vital. 2 de ses fils et leurs 12 associés servent présentement sur Urantia. 4. Les porteurs de vie Melchizedek. Dans chacun des systèmes de mondes habités de tout Nébadon, il existe une sphère unique où les Melchizedek ont fonctionné comme porteurs de vie. Ces résidences s'appellent les mondes mitsonites des systèmes, et sur chacun d'eux, un fils Melchizedek matériellement modifié s'est accouplé avec une fille sélectionnée de l'ordre matériel de filiation. Les mères elfes de ces mondes mitsonites proviennent du siège de juridiction du système, ayant été choisies par ce porteur de vie Melchizedek. Elles sont choisies parmi les nombreuses volontaires qui ont répondu à l'appel adressé par le souverain du système aux filles matérielles de sa sphère. Les descendants d'un porteur de vie Melchizedek et d'une fille matérielle sont connus sous le nom de Mitsonitaires. Le père Melchizedek de cette race de créatures célestes finit par quitter la planète où il a exercé sa fonction vitale exceptionnelle, et la mère elfe de cet ordre spécial d'êtres de l'univers s'en va aussi quand apparaît la 7e génération de sa descendance planétaire. La direction de ce monde passe alors à son fils aîné. Les créatures mitsonites vivent et fonctionnent sur leur monde magnifique comme êtres reproducteurs jusqu'à ce qu'elles soient âgées de 1000 ans standard, sur quoi elles sont transférées ailleurs par transport séraphique. Après cela, les mitsonitaires ne peuvent plus se reproduire, parce que la technique de dématérialisation par laquelle ils passent pour être transportables par des séraphins les prive définitivement de leurs facultés reproductrices. Le présent statut de ces êtres ne peut guère être qualifié de mortel ou d'immortel, et l'on ne peut pas non plus les classer nettement comme humains ou comme divins. Ces créatures ne sont pas habitées par un ajusteur, donc elles ne sont pas tout à fait immortelles. Mais elles ne paraissent pas non plus mortelles, aucun mitsonitaire n'est passé par la mort. Tous les mitsonitaires nés d'un Nébadon sont encore vivants aujourd'hui. Ils fonctionnent soit sur leur monde d'origine, soit sur des sphères intermédiaires, soit sur la sphère mitsonite de Salvington dans le groupe de mondes des finalitaires. Les mondes des finalitaires de Salvington. Les porteurs de vie Melchizedek ainsi que les mères elfes associées quittent les sphères mitsonites systémiques pour les mondes des finalitaires du circuit de Salvington, où leurs descendants sont aussi destinés à se réunir. Il y a lieu d'expliquer, à cette occasion, que le 5e groupe de cette sphère primaire dans le circuit de Salvington est celui des mondes des finalitaires de Nébadon. Les enfants des porteurs de vie Melchizedek et des filles matérielles sont domiciliés sur le 7e monde des finalitaires, la sphère mitsonite de Salvington. Les satellites des 7 mondes primaires des finalitaires sont le lieu de rencontre des personnalités de l'univers central et des super-univers qui se trouvent en mission dans Nébadon. Les mortels ascendants peuvent aller et venir librement sur tous les mondes culturels et les sphères éducatives des 490 mondes englobant l'université Melchizedek, mais l'accès de certaines écoles spéciales et de nombreuses zones réservées leur est défendu. Cette interdiction joue particulièrement pour les 49 sphères placées sous la juridiction des finalitaires. Le but des créatures mitsonites n'est pas présentement connu, mais il semblerait que ces personnalités se rassemblent sur le 7e monde finalitaire pour se préparer à une éventualité future dans l'évolution de l'univers. Nos demandes de renseignements au sujet des races mitsonites sont toujours soumises aux finalitaires, et ceux-ci refusent toute discussion sur la destinée de leurs pupilles. Indépendamment de notre incertitude au sujet de l'avenir des mitsonitaires, nous savons que chaque univers local d'Orvonton héberge une accumulation croissante de ces créatures mystérieuses. Les porteurs de vie Melchizedek croient que leurs enfants mitsonites recevront, un jour, de Dieu l'ultime, le don transcendantal et éternel de l'esprit d'absonité. 5. Les 7 esprits mentaux adjuva.
C'est la présence des 7 esprits mentaux adjuva sur les mondes primitifs qui conditionne le cours de l'évolution organique. Cela explique pourquoi l'évolution est préméditée et non accidentelle. Ces adjuvas représentent cette fonction du ministère du mental de l'esprit infini qui est étendue jusqu'aux ordres inférieurs de vie intelligente par l'intermédiaire de l'esprit mère d'un univers local. Les adjuvas sont les enfants de l'esprit mère de l'univers et constituent son ministère personnel auprès du mental matériel des royaumes. Quel que soit le lieu ou le temps où se manifeste un tel mental, ces esprits sont diversement en fonction. Les 7 esprits mentaux adjuvas ont reçu des noms qui équivalent aux désignations suivantes: intuition, compréhension, courage, connaissance, conseil, adoration et sagesse. Ces esprits mentaux font sentir leur influence sur tous les mondes habités sous forme d'une impulsion différentielle, chacun recherchant la capacité de réception lui permettant de se manifester tout à fait indépendamment du degré de réceptivité et des occasions de fonctionner rencontrées par ses compagnons. Les emplacements centraux des esprits adjuvas sur le monde siège des porteurs de vie indiquent au superviseur des porteurs de vie l'étendue et la qualité de la fonction mentale des adjuvas sur n'importe quel monde et dans n'importe quel organisme vivant donné ayant statut intellectuel. Ces foyers du mental vivant sont de parfaits indicateurs de fonction mentale vivante pour les 5 premiers adjuvas. Mais, en ce qui concerne les 6e et 7e esprits adjuvas, adoration et sagesse, ces points d'appui centraux ne traduisent qu'une fonction qualitative. L'activité quantitative de l'adjuva d'adoration et de l'adjuva de sagesse s'enregistre en la présence immédiate de la divine ministre sur Salvington, car il s'agit d'une expérience personnelle de l'esprit mère de l'univers. Les 7 esprits mentaux adjuva accompagnent toujours les porteurs de vie sur une nouvelle planète, mais il ne faudrait pas les considérer comme des entités. Ils ressemblent davantage à des circuits. Les esprits des 7 adjuvas de l'univers ne fonctionnent pas comme personnalités distinctes de la présence universelle de la divine ministre, ils sont en fait un de ces niveaux de conscience et restent toujours subordonnés à l'action et à la présence de leur mère créative. Nous manquons de terminologie pour désigner d'une manière adéquate ces 7 esprits mentaux adjuvas. Ils sont ministres de niveaux inférieurs du mental expérientiel, et nous pouvons les décrire comme suit dans l'ordre d'aboutissement évolutionnaire. 1. L'esprit d'intuition, la perception rapide, les instincts réflexes physiques primitifs inhérents à toutes les créations mentales, leurs facultés d'orientation et les diverses formes de leur instinct de conservation. C'est le seul adjuva qui fonctionne si largement dans les ordres inférieurs de vie animale, et le seul qui établisse un contact fonctionnel étendu avec les niveaux non enseignables du mental machinal. 2. L'esprit de compréhension, l'impulsion de coordination, l'association d'idées spontanées et apparemment automatiques. C'est le don de coordonner les connaissances acquises, le phénomène du raisonnement vif, du jugement rapide et de la décision prompte. 3. Esprit de courage, le don de fidélité. Chez les êtres personnels, il est la base de la formation du caractère, la racine intellectuelle de la vigueur morale et de la bravoure spirituelle. Quand cet esprit est illuminé par les faits et inspiré par la vérité, il devient le secret de l'impulsion de l'ascension évolutionnaire par les voies de la gouverne autonome intelligente et consciente. 4. L'esprit de connaissance, la curiosité, mère de l'aventure et de la découverte, l'esprit scientifique, le guide et le fidèle associé des esprits de courage et de conseil, l'impulsion à orienter les dons de courage dans des sentiers de croissance utiles et progressifs. 5. L'esprit de conseil, l'impulsion sociale, le don de coopération avec l'espèce, l'aptitude des créatures volitives à s'harmoniser avec leurs compagnons, l'origine de l'instinct grégaire chez les créatures plus humbles. 6. L'esprit d'adoration, l'impulsion religieuse, la première impulsion différentielle séparant les créatures mentales en 2 règnes fondamentaux d'existence mortelle. L'esprit d'adoration distingue à tout jamais l'être animal, auquel il est associé, des créatures sans âme douées de mental. L'adoration est l'insigne de la candidature à l'ascension spirituelle. C'est l'esprit de sagesse, la tendance naturelle chez toutes les créatures morales à progresser au sein d'une évolution ordonnée. Cet adjuva est le plus élevé des 7, c'est l'esprit qui coordonne et articule le travail de tous les autres.
Cet esprit est le secret de l'impulsion innée des créatures mentales à entamer et à soutenir le programme effectif et pratique de l'échelle ascendante de l'existence, ce dont des choses vivantes qui expliquent l'incompréhensible aptitude des créatures vivantes à survivre, et à utiliser dans leur survie la coordination de toute leur expérience passée et de toutes les occasions présentes pour acquérir la totalité de ce que les 6 autres ministres mentaux peuvent mobiliser dans le mental de l'organisme intéressé. La sagesse est l'apogée des performances intellectuelles. La sagesse est le but d'une existence purement mentale et morale. Les esprits mentaux adjuva croissent en expérience, mais ne deviennent jamais personnels. Ils évoluent dans leur fonction, et la fonction des 5 premiers adjuva dans le règne animal, dans une certaine mesure, essentielle pour permettre à l'ensemble des 7 de fonctionner comme intellect humain. Cette relation avec les animaux rend les adjuvas plus pratiquement efficaces en tant que mental humain. Les animaux sont donc, dans une certaine mesure, indispensables à l'évolution intellectuelle de l'homme aussi bien qu'à son évolution physique. Ces adjuvas mentaux de l'esprit mère d'un univers local sont reliés à la vie des créatures, ayant statut d'intelligence, d'une manière fort analogue à la liaison des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques avec les forces non vivantes de l'univers. Ils rendent des services inestimables dans les circuits mentaux des mondes habités, ils collaborent efficacement avec les maîtres contrôleurs physiques, qui servent aussi de contrôleurs et directeurs des niveaux mentaux pré-adjuvats, les niveaux non enseignables ou machinaux du mental. Avant l'apparition de la capacité d'apprendre par expérience, le mental vivant relève du domaine des maîtres contrôleurs physiques. Avant d'acquérir l'aptitude à reconnaître la divinité et à adorer la déité, le mental des créatures est le domaine exclusif des esprits adjuvas. Lorsque la sensibilité spirituelle de l'intellect des créatures apparaît, le mental créé devient aussitôt supermental et se trouve immédiatement encircuité dans les cycles spirituels de l'esprit mère de l'univers local. En aucune manière les esprits mentaux adjuvas ne sont directement reliés à la fonction variée et hautement spirituelle de l'esprit de la présence personnelle de la divine ministre, le Saint-Esprit des mondes habités, mais ils sont fonctionnellement antérieurs et préparatoires à l'apparition de ce même esprit chez l'homme évolutionnaire. Les adjuvas procurent à l'esprit mère de l'univers un contact varié avec les créatures matérielles vivantes d'un univers local et un contrôle sur elles, mais ils ne produisent pas de répercussions chez l'être suprême quand ils agissent sur les niveaux prépersonnels. Le mental non spirituel est soit une manifestation d'énergie de l'esprit, soit un phénomène d'énergie physique. Même le mental humain, le mental personnel, ne possède pas de qualité de survie en dehors de son identification avec l'esprit. Le mental est un don de divinité, mais il n'est pas l'immortel quand il fonctionne sans clairvoyance spirituelle et qu'il est dépourvu de l'aptitude à adorer et à désirer la survie. 6. Les forces vivantes. La vie est à la fois mécaniste et vitaliste, matérielle et spirituelle. Les physiciens et les chimistes d'Urantia progresseront toujours dans leur compréhension des formes protoplasmiques de la vie animale et végétale, mais jamais ils ne seront capables de produire des organismes vivants. La vie est quelque chose qui diffère de toutes les manifestations d'énergie. Même la vie matérielle des créatures physiques n'est pas inhérente à la matière. Les choses matérielles peuvent jouir d'une existence indépendante, mais la vie ne jaillit que de la vie. Le mental ne peut dériver que d'un mental préexistant. L'esprit ne prend son origine que chez des ancêtres d'esprit. La créature peut produire les formes de la vie, mais seule une personnalité créatrice ou une force créative peut fournir l'étincelle vivante animatrice. Les porteurs de vie peuvent organiser les formes matérielles ou modèles physiques des êtres vivants, mais c'est l'esprit qui fournit l'étincelle initiale de vie et confère la dotation du mental. Même les formes vivantes de la vie expérimentale que les porteurs de vie organisent sur leur monde de Salvington sont toujours dépourvus de pouvoir reproducteur. Quand les formules de vie et les modèles vitaux sont correctement assemblés et convenablement organisés, la présence d'un porteur de vie est suffisante pour inaugurer la vie, mais il manque à ces organismes vivants 2 attributs essentiels, le don du mental et les pouvoirs reproducteurs. Le mental animal et le mental humain sont des dons de l'esprit mère de l'univers local fonctionnant par l'intermédiaire des 7 esprits mentaux adjuvas, tandis que l'aptitude des créatures à se reproduire est l'apport spécifique et personnel de l'esprit de l'univers au plasma vital ancestral inauguré par les porteurs de vie.
Quand les porteurs de vie ont élaboré les modèles de vie après avoir organisé les systèmes d'énergie, un phénomène supplémentaire doit encore se produire, il faut que le souffle de vie soit communiqué à ces formes inanimées. Les fils de Dieu peuvent construire les formes de vie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fournit réellement l'étincelle vitale. Et, quand la vie ainsi communiquée est épuisée, le corps matériel qui subsiste redevient de la matière morte. Quand la vie octroyée est épuisée, le corps retourne au sein de l'univers matériel auquel il a été emprunté par les porteurs de vie pour servir de véhicule provisoire à la dotation de vie qu'ils avaient transmise à cette association visible d'énergie-matière. La vie attribuée aux plantes et aux animaux par les porteurs de vie ne retourne pas aux porteurs de vie après la mort de la plante ou de l'animal. La vie qui abandonne la créature vivante ne possède ni identité ni personnalité, elle ne survit pas individuellement à la mort. Durant son existence et le temps de son séjour dans le corps matériel, elle a subi un changement, une évolution énergétique, et survit seulement comme fraction des forces cosmiques de l'univers. Elle ne survit pas en tant que vie individuelle. La survie des créatures mortelles est entièrement basée sur l'évolution d'une âme immortelle à l'intérieur du mental mortel. Nous parlons de la vie comme d'une énergie et d'une force, mais en réalité elle n'est ni l'une ni l'autre. L'énergie-force est diversement sensible à la gravité, la vie ne l'est pas. L'archétype n'est pas non plus sensible à la gravité, étant une configuration d'énergie qui ont déjà rempli toutes les obligations réactionnelles envers la gravité. La vie par elle-même constitue l'animation d'un système d'énergie, matériel, mental ou spirituel, conforme à un archétype ou sélectionné d'une autre manière. Certaines choses se rapportant à l'élaboration de la vie sur les planètes évolutionnaires ne sont pas tout à fait claires pour nous. Nous comprenons pleinement l'organisation physique des formules électrochimiques des porteurs de vie, mais nous ne saisissons pas complètement la nature et la source de l'étincelle animatrice de vie. Nous savons que la vie découle du Père, passe par le Fils et se répand par l'Esprit. Il est plus que probable que les maîtres esprits sont le canal septuple du fleuve de vie répandu sur toute la création. Mais nous ne comprenons pas la technique par laquelle le maître esprit superviseur participe à l'épisode initial du don de la vie à une nouvelle planète. Nous sommes persuadés que les anciens des jours jouent aussi un rôle dans l'implantation de la vie sur un monde nouveau, mais nous en ignorons complètement la nature. Nous savons que l'esprit mère de l'univers vitalise effectivement les modèles inanimés et communique au plasma ainsi activer les prérogatives de reproduction des organismes. Nous remarquons que ce trio représente les niveaux de Dieu le septuple et que ses membres sont parfois appelés les créateurs suprêmes du temps et de l'espace, mais autrement nous n'en savons guère plus que les mortels d'Urantia, simplement que le concept est inhérent au Père, l'expression, au Fils et la réalisation vivante, à l'Esprit. Rédigé par un fils Voronadek stationné sur Urantia comme observateur, et agissant en cette qualité sur requête du chef Melchizedek du corps révélateur supervisant. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous pour partager vos propres réflexions sur le livre d'Urantia, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec d'autres personnes intéressées par la spiritualité et philosophie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. Restez curieux.